Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Pierre, plus connu sous le pseudo de Soumoulou le Hibou. Pierre est diagonaliste, a déjà participé à ce podcast et il vient aujourd'hui nous faire part de son engagement dans la TCR, Transrace Continental 2025. Bonjour Pierre, merci beaucoup pour ta présence ce jour. Peux-tu te présenter brièvement ? Je m'appelle Pierre. Bonjour, déjà merci de m'accueillir. On va dire, je suis informaticien et je me définis comme quelqu'un qui roule, qui pédale. Tu es diagonaliste de cœur avec une bonne expérience de diagonaliste, tu apprécies l'esprit des diagonalistes. En 2025, tu hésitais entre Londres, Édimbourg-Londres et la TCR. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai fait un sondage sur les réseaux sociaux et j'ai lu les réponses et il y en a une qui m'a fait sauter le pas. C'est celle de Vincent Rivoire, donc diagonaliste et eurodiagonaliste, qui m'a dit vas-y, poursuis ton rêve, donc à droite toute, et voilà. Et donc ça m'a motivé pour m'inscrire sur cet événement. Tu n'avais jamais fait ni la TCR, ni Londres, Édimbourg, et ton rêve c'était quand même de faire de la TCR. Oui, c'est un rêve qui me poursuit depuis pas mal d'années. Par contre, jusqu'à présent, je trouvais ça inaccessible. Et il y a eu des faits déclencheurs, des événements qui ont fait que j'avais plus trop le choix que de m'inscrire. C'est-à-dire ? Alors, déjà, tout bêtement, j'ai arrêté de fumer. Il y a assez longtemps maintenant. Donc l'absence de goudron m'a rendu mes jambes et ça m'a rendu un petit peu aussi d'argent parce qu'il y avait moins de il y avait plus de paquets de clopes à payer et donc c'est de l'argent que je pouvais investir dans cette course qui s'étale sur pas mal de jours. Et il y a également des contacts avec qui on avait déjà pas mal échangé sur la TCR. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la TCR ? La distance, le délai, le nombre de participants, c'est quoi la TCR ? Alors, l'organisation définit cette course comme Beautifully Hard, donc en français ça veut dire merveilleusement difficile. Et en gros, c'est une course qui se veut exigeante par nature, mais au travers de paysages démentiels. Et donc cette année, c'était une édition particulièrement difficile. En fait, ils augmentent le niveau de difficulté à chaque édition. C'est un petit peu leur mantra. Et donc cette année, ça consistait c'était 5000 kilomètres, à peu près 45 000 mètres de dénivelé positif, et des sections obligatoires de gravel plutôt engagé, parfois très engagé. En général, c'est pour passer des cols dans les chaînes de montagnes qui sont traversées, et donc il y a 500 bornes de gravel cumulées. Tout ça en août, donc sous un soleil de plomb, et ensuite pas mal de difficultés clairsemées sur la route, mais là qui sont pas le fait de l'organisation, c'est plus lié au fait par exemple des pays traversés. C'est une course, il y a une notion de compétition entre les participants également. Effectivement, c'est une course, et là, Marc, tu touches un point sensible. C'est que nous, diagonalistes, on n'est pas là pour faire la course.
On se bat contre soi-même, on se bat pas contre les autres. Et ça m'a posé ça m'a posé un cas de conscience. Et je me suis arrangé avec moi-même un petit peu difficilement, mais j'ai fini par m'arranger avec moi-même pour résoudre cette contradiction. C'est que alors que l'organisation me demandait de prêter serment que j'étais là pour faire la course et pas du cyclotourisme, eh bien j'ai un petit peu, est-ce qu'on peut le dire, un petit peu menti sur mes motivations et je leur ai dit oui, bien sûr, je suis là pour faire la course. Mais je suis parti, je me suis engagé sur cet événement avec mon expérience et mon cœur de diagonaliste. Voilà, c'est important à préciser. Effectivement, tu dis prêter serment. Comment on s'inscrit à la TCR? Alors c'est un processus, si c'est la première inscription, moi qui m'a paru compliqué, il y a un questionnaire relativement fourni et assez complexe où il y a énormément de questions, notamment de prouver, de répondre aux CDQCM, questions à choix multiples, de prouver qu'on a bien intégré les règles de la course et intégré, de montrer qu'on s'est approprié tout ce qu'ils appellent le spirit of the race. C'est une course européenne, donc c'est en anglais le seul langage commun. Donc, c'est-à-dire il y a un esprit de la course qui est très particulier et il faut prouver qu'on a bien compris toutes les nuances de cet esprit de la course. Et également énormément de questions mécaniques et plein de cas de figure sur comment se comporter vis-à-vis des autres compétiteurs, comment se comporter, comment communiquer, etc. Voilà. Donc un processus très complexe qui m'a pris quasiment une semaine pour terminer le questionnaire et terminer mon inscription. Tu peux définir cet esprit de la course? Alors, il faut savoir que le fondateur de cette course, Mike Hall, qui était un énorme rouleur, mais également compétiteur par nature, avait un souci presque obsessionnel de l'équité. C'est-à-dire que il a conçu l'idée que s'il y a de l'entraide entre les différents concurrents, et ben le concurrent qui est derrière et qui voit cette entraide aura l'impression que c'est pas juste, qu'il y a de la triche, que eux cèdent alors que lui il lutte tout seul. Et donc toutes les règles sont tournées vers gravitent autour de cette notion d'équité qui est vraiment qui est vraiment l'absolu de cette course. Et après la disparition de Mike Hall, cette tradition a perduré et c'est peut-être même renforcé au fil des années et des éditions de cette course. Donc, zéro entraide entre les candidats et des habitants des pays traversés peuvent t'aider ou c'est vraiment c'est solitaire? Ah oui, si c'est leur choix, ils peuvent. Oui, s'il y a des gens sur le bord de la route, les dot watchers, les gens qui regardent le tracker GPS et qui viennent à notre rencontre, s'ils nous offrent quelque chose, libre à eux et on peut l'accepter. Par contre, si on passe près de chez Tata ou Tonton, si on s'arrête chez eux, là ça va se voir et là c'est un coup à être disqualifié. D'accord. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas du tout sollicité ni communiqué auprès du SAR, parce que j'ai fait une partie de la diagonale Hendaye-Menton, hein, c'était la direction plein est, mais j'ai pas du tout communiqué. Je me suis dit il va y avoir un mélange des genres, c'est un coup à être disqualifié, bien que j'aurais adoré rouler avec quelqu'un du SAR pendant ces quelques jours. Voilà. SAR, service d'accompagnement routier des diagonalistes. C'est ça. Tu t'es inscrit en décembre 24? Oui. Une fois que tu es inscrit, le défi était devant toi, 8 mois devant toi. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'es mis en ordre de marche pour
être prêt à affronter la TCR? Une fois que j'ai été inscrit, alors déjà, j'ai dû attendre 1 mois avant de savoir si j'étais accepté ou pas. Ils font un tirage au sort. Ils passent ça dans une loterie et on peut être tiré au sort ou pas. Là, j'ai eu la chance. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça la chance? C'est un fait. Ils m'ont dit, ok, c'est bon, on vous retient pour la course. Et je me suis dit, bon, maintenant, il y a plus le choix. Je peux plus reculer à partir du moment où j'accepte. Et il faut que je m'organise. C'est-à-dire que je sais que je sais que je suis pas au niveau, ni physiquement, ni mentalement. Donc je vais me renseigner. J'ai commencé à faire un plan d'action. J'ai discuté avec beaucoup de personnes autour de moi. Et puis voilà, au bout d'un mois, j'avais mon plan d'action et donc j'ai commencé un entraînement physique intensif avec déjà des brevets. J'ai continué à rouler, j'ai roulé plus qu'avant, beaucoup plus qu'avant, à faire des brevets de plus en plus compliqués, de plus en plus pentus, et également énormément d'entraînement en salle, renforcement du haut du corps. En fait, il fallait que je sois gainé comme une planche. Et également, j'ai commencé un régime. Donc j'ai perdu 10 kilos au cours des 6 mois de préparation. Et mentalement, la clé, j'ai eu la chance d'être accompagné par la personne Richard Delhomme, qui est bien connu sur les réseaux sociaux pour ses activités autour du monde du cyclisme et du gravel, plus précisément, qui m'a conseillé, qui m'a très bien conseillé, qui m'a expliqué que, en gros, ça passe par l'adhésion de mon entourage. C'est-à-dire que si j'ai pas le soutien inconditionnel de tout mon entourage, dans les moments très difficiles, il se peut que ça soit il se peut que ce soit la chose qui casse le truc. Donc mon travail pendant 6 mois a été de prendre chaque personne de mon entourage et de la convaincre. Alors juste la convaincre par des arguments, ou alors de lui demander, clairement un sacrifice, de lui dire voilà, peut-être que ça te paraît débile de faire ça, ou hors de propos, etc. Soit, maintenant, donne-moi ton soutien, et c'est quelque chose que que je te revaudrai plus tard. Voilà. Tu t'es sacrifié cette année, pour moi, ça sera à mon tour l'année suivante. Je me sacrifierai pour toi aussi. Donc la préparation mentale passe par la force que les autres vont te donner et la confiance qu'ils vont te donner. Ouais. Et je reviens au BRM, donc tu as fait plusieurs BRM 200, 300, 600, etc. Un bon paquet, ouais. Un bon paquet Tu peux situer à peu près ce paquet en quantité? En quantité, je crois que j'ai dû rouler sur les 6 mois, j'ai dû faire 3000 bornes de BRM. Et avec plein d'autres, deux 600, plusieurs 400, un paquet de 300, des 200, des monceaux de 200, et puis après plein de sorties également voilà, il y avait eu la Flèche Vélocio par exemple, voilà, différentes organisations, mais en gros rouler le plus possible. J'ai eu la chance d'avoir un calendrier relativement light au niveau professionnel, parce que j'avais un paquet de jours à solder. Je m'étais sacrifié un petit peu pour mon équipe l'année passée, donc je les ai laissés partir en vacances. Donc cette année, j'avais plein de jours à solder, donc j'ai eu plein de semaines de 3 jours, de 4 jours, donc j'ai pu rouler et préparer également.
toute la planification, mais on en parlera. Tu as fait toutes tes sorties à vélo avec ton vélo de la TCR. Alors pas tout le temps, pas tout le temps. En fait, je me suis, il y a un 600 où je suis parti un petit peu en slip sans avoir préparé. En fait, j'avais limite pas prévu de le faire ce 600. Et sur les conseils de mon coach, j'y suis allé. Ce que j'aurais jamais fait sans ses conseils. Hein. Je me serais dit, ben repose-toi et puis tu verras plus tard pour en faire un autre 600. Puis je me suis dit, ben j'y vais. Et puis mon coach m'incitait à... Donc on parle toujours de Richard Delhomme, hein, voilà, que ça soit clair. Il m'a dit, vas-y, mets-toi en difficulté. Fais-le, mais essaie de le faire à fond. C'est-à-dire ne te ménage pas du tout. Et puis bah, du coup j'ai suivi ses conseils, j'ai essayé de faire un 600 à fond, donc au-delà de mes limites, donc totalement contraire à tous les commandements de Vélocio. Mais je pense que ce qui visait là-dedans, c'est de dire bah sur la TCR tu vas en baver, donc autant que t'en baves avant que tu vois ce que c'est. Donc j'y suis allé comme un goré. Et je suis parti, et je me suis rajouté de la difficulté en partant avec un vélo que je connaissais pas, avec une selle en bois, mal réglée, avec des prolongateurs mal réglés, que j'ai re-réglés en route. Et je suis arrivé détruit. Je suis arrivé vraiment détruit. Par contre, je suis arrivé. Et je suis même parti sans crème. J'avais rien du tout, avec un cuissard de n'importe quoi. Vraiment, je suis parti en touriste sur ce 600. Et puis j'ai fini par le terminer. À l'arrache, mais j'ai fini par le terminer. Et quand j'en ai reparlé à coach en revenant, il m'a dit bah ouais mais pourquoi pourquoi tu t'es rajouté ces trucs-là? Je t'avais pas demandé de faire ça. Je lui ai dit bah je sais pas. Ça s'est fait comme ça. J'ai même pas réfléchi en fait. Je me suis dit je vais augmenter la difficulté et voilà. Donc ça m'a servi, mais j'en ai pas mal bavé. Et tu as réussi dans tout cet entraînement-là à ne pas écouter ta fatigue, à aller au-delà de toi, à pas te blesser pendant tes mois d'entraînement. C'était important, oui. L'équilibre est pas facile entre je me surentraîne, je garde de l'énergie, je me blesse pas. C'est assez sensible. Ben justement, mon coach a mesuré ça et il surveillait l'arrivée des douleurs, des choses comme ça. Et c'est lui qui augmentait les grandes difficultés. Alors je lui disais bon c'est bon j'ai fait mon 600. Il m'a dit bah c'est bon. Donc c'était samedi dimanche. Il m'a dit donc c'est bon lundi tu pédales pas. Par contre mardi tu vas à Longchamp et tu pédales 50 bornes à fond la caisse. Voilà. Et puis après, il me demandait mon feedback. Je lui dis, bah, mon genou, qui est un petit peu mon point faible, bah, mon genou, la douleur n'empire pas. Donc il m'a dit, bah, c'est bon, tu peux continuer. Continue. Et donc j'ai fait plein de sessions entre 2 600. J'ai pédalé, je faisais des 200 entre 2 600 à une semaine d'intervalle. C'est, voilà. Entraînement intensif. Ce qu'on qualifie de quelque chose que je connaissais pas et je pensais pas que je rentrerais dans ce truc-là, c'est ce qu'on appelle un entraînement d'athlète. Et j'ai suivi alors ça fait bizarre parce que je suis quelqu'un qui roule et là, ben, je me suis retrouvé à faire un entraînement d'athlète. Voilà, pour arriver prêt physiquement et mentalement à cette course qui est un défi que j'ai toujours pensé trop dur pour moi. Donc un mélange de beaucoup de vélo, du gainage, de la salle de sport, Ouais. Vraiment de la tête complète. Ouais. L'expérience des diagonales, on va venir après au déroulé de la TCR. L'expérience des diagonales, c'est quand même une aide pour préparer la TCR. Bien sûr, ben plusieurs titres. Ben, c'est ma seule expérience, alors qu'il reste, j'ai pas eu une énorme expérience des diagonales. Hein. J'en ai fait 4, hein. Donc
Mais en tout cas, tous les conseils qu'on m'a donnés et tous les déboires que j'ai eus, toutes les erreurs que j'ai faites par le passé, au moins celles-là, je les referai pas. En gros, c'est comment s'organiser pour rouler 280 bornes par jour. Voilà, il y a les conseils de Vélocio. Tout ça, je considère que les diagonalistes sont tous des disciples de Vélocio, parce que c'est des conseils pleins de bon sens. Il y a également bien sûr, la préparation de l'itinéraire, qui est très importante. Et ça, la planification de Diagonale m'a énormément aidé pour concevoir cet itinéraire, justement. Les feuilles de route sont d'une importance capitale, se donner des objectifs de passage, voilà, à une heure donnée, à un endroit donné, planifier ses heures de sommeil, même si on sait que ça va pas être respecté, que le sommeil, ça va être peut-être 6 heures plus tard que prévu ou 6 heures plus tôt, mais la planification, c'est le truc principal. Ouais, je pense que c'est le premier rapport de l'expérience de diagonaliste, c'est la planification, la construction d'une feuille de route. Comment tu planifies justement une feuille de route sur la TCR? Tu as des passages obligés, tu as des passages gravel obligés, et entre ces passages-là, tu choisissais les routes les plus roulantes. Comment tu as organisé ça? Alors, faut savoir que j'ai passé 6 mois à faire ce truc-là. La première fois, je connaissais les parties obligatoires. On avait déjà le tracé GPX, le tracé GPS. Donc du coup, entre chaque checkpoint, il y avait une diagonale, en fin de compte. Donc les checkpoints sont espacés à peu près de 1000 bornes chacun. Ça tombait plutôt bien, parce qu'une diagonale en moyenne, c'est 1000 bornes. Donc 3 étapes de 280 bornes jusqu'à 333. Et du coup, je me suis retrouvé j'ai planifié 5 diagonales. Donc tout ce qui était partie française, de toute façon c'était la diagonale Hendaye-Menton, hein, ni plus ni moins. C'est passé un peu plus au nord, mais c'était ça. Il y avait beaucoup de parties communes. La partie espagnole, rien à signaler non plus. Pour moi c'est le prolongement de la France, donc la planification, je l'ai fait comme une diagonale française. L'Italie, rien à signaler non plus. En fait, c'est dans les pays de l'Est où ils commencent à parler en cyrillique que ça devenait compliqué de noter les noms des villes sur la feuille de route. Mais voilà, en gros, c'est planifié 5 diagonales. Et tu as réussi à planifier donc 5 diagonales, 15 jours ou 18 jours d'hébergement tous les soirs, un hôtel, etc. Autre chose que les diagonales m'ont appris et à accepter, c'est que ça se passe jamais comme prévu. Donc j'ai provisionné du temps de sommeil aux heures ouvrables. En gros, voilà, je planifiais de dormir j'en sais rien, de 20h à 4h du matin. Et c'est des heures que j'ai posées comme sur une diagonale classique, mais sans réserver d'hôtel, parce que c'est impossible que ça se passe comme prévu. Donc j'ai juste provisionné les heures d'arrêt de sommeil. D'accord. Et c'était chaque jour, tu voyais où tu allais pouvoir dormir. Ouais, exactement. Tu me disais qu'au bout de 3 jours, tu as perdu ta sacoche arrière. Oui. Qui contenait beaucoup d'affaires, j'imagine. Oui, ma doudoune, plein de câbles USB, mon cuissard de rechange, téléphone de secours, peut-être d'autres choses, mais c'est eux qui m'ont manqué surtout. C'est ce truc-là qui m'ont manqué, donc pour ça. Mais au bout de 3 jours, ça te fait pas un grand coup au moral de perdre des affaires importantes? Oui, ça m'a fait mal. Et j'ai eu cette pensée qui m'a traversé la tête
va dire environ 10 000 fois pendant cette course. C'était le spectre de l'abandon, qui dans les moments, il y avait pas mal de moments difficiles, donc ce spectre-là, il planait au-dessus de moi régulièrement. Et là, c'est là qu'il a commencé à planer sérieusement. Et je me suis dit, en fait, je vais être plus léger quand je vais monter. D'un seul coup, je gagne 5 kilos ou 6 kilos. Donc, je vais monter les cols plus facilement et il y a pas mal de cols qui m'attendent. Donc j'étais plutôt content. Je me suis dit, c'est que matériel, mon vélo avance, je suis encore bien physiquement. Donc, j'ai essayé de prendre ça comme une bonne nouvelle. Ton téléphone n'était pas perdu, ton GPS non plus. Ouais. Alors justement, ce que tu disais, pendant 10 000 fois, tu t'es dit le spectre de l'abandon était là. Quand tu fais 5000 km, pendant plus de 15 jours, à quasi 300 km par jour, comment tu gères la tête et le corps pour continuer quoi qu'il en soit? Alors il faut voir que c'est... je me... On va parler du randonneur Vendemois, qui dans des podcasts, justement, dans un des podcasts, a donné une partie de son enseignement et je me rappelais toujours de cette phrase qu'il a prononcée, c'est si on gère bien, on peut pédaler à l'infini. Il n'y a pas de limite en fait. Il faut juste s'économiser, gérer le mental, etc. Mais on peut pédaler à l'infini. Donc si on dit qu'une diagonale c'est enchaîner plusieurs jours à environ 300 bornes, 4 jours, si on fait 3 jours, 4 jours, logiquement, si on gère bien, on peut en faire un 5e, un 6e, et puis il n'y a pas de limite. Donc c'est quelque chose qui m'a rassuré. Autant j'étais très inquiet avant d'entendre cette phrase, autant je me suis dit on va découper en fait. C'est plus tu découpes comme l'éléphant, si tu le manges par petits morceaux, tu peux manger un éléphant complet, il faut juste prendre son temps. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai pris. Quand tu fais Paris-Brest, les derniers jours ou les 2 derniers jours, tu vois des gens au bord de la route qui sont profs de la rupture. Et là, quand ça dure plus de 15 jours, t'arrivais à avoir la même énergie au bout de 15 jours qu'au début? Non, alors mon système, ma mécanique bien huilée, c'est détraqué à partir de l'Italie. Parce que j'ai eu le privilège, la chance, j'ai forcé la chance, mais de pouvoir dormir à l'hôtel le soir pendant les 10 premiers jours. Et par contre, à partir de la moitié de l'Italie, il y a eu des problèmes de réservation. Les check-in, ça je le savais pas, c'est l'expérience, le métier qui rentre. C'est qu'en Italie, il y a des check-in jusqu'à 19h. Donc ils prennent ton argent et ils refusent de te recevoir à 22h. Donc c'est là où j'ai commencé à dormir dehors. Et puis en Toscane, j'ai cassé mon téléphone, donc je pouvais plus réserver d'hôtel. Donc c'est devenu au petit bonheur la chance, mais du coup j'ai commencé à vagabonder à partir du 10e jour. Donc cette mécanique, qui dit dormir dehors, donc c'est-à-dire ce qui implique de ne pas avoir d'heures de sommeil totalement réparatrices dans un bon lit douillet et précédé d'une bonne douche chaude. Là c'est là que la galère commence. Alors les gens les plus endurcis, ils bivouaquent, mais j'ai commencé à décliner physiquement à partir du moment où j'ai commencé à coucher dehors. Parce que moins de récupération. Ouais. Donc tu vas moins vite la journée. Ouais. Donc les journées s'étalent, plus de temps sur le vélo. Plus de temps sur le vélo, et puis des arrêts, juste plus envie de pédaler. Même avec le café, manger, tout ça. Non, ce que je veux, c'est dormir, mais sur le bord de la route, il y a les voitures qui passent, c'est moins confortable, mais c'est une question d'endurcissement, c'est que, voilà, si un jour, cette course, elle dit,
l'hôtel est désormais interdit, bah ça va être discriminant. Ça va être un autre facteur, un degré de difficulté en plus que je vais devoir apprendre à gérer. Et voilà. Quand tu parles de degré de difficulté en plus, tu indiquais 500 km de gravel bien engagé. Tu peux en dire plus sur ce gravel engagé? Je suis parti avec des pneus de 42 mm de largeur, avec un vélo en acier, mon fidèle compagnon, un vélo que je considère comme le plus confortable du monde, bien que roulant. Et c'est simple, sur les parties gravel, je me suis fait tabasser, mais comme jamais. Comme jamais. C'était de la grosse caillasse, le premier parcours gravel dans les Picos d'Europa, là au tout début en Espagne. C'est limite, il y a des parties que j'ai faites à pied, mais même à pied, j'avais peur de me casser la figure, parce qu'il y avait des petites pierres qui roulent, c'est un sentier de montagne, quoi. C'est une sente dans le gazon, dans la montagne à vaches. C'était un peu chaud, puis il y avait un peu de fatigue, donc je me disais, faut pas que je me torde une cheville, faut que j'y aille cool. Et après, il y a eu la Strada della Sieta, le passage de la France à l'Italie. Alors, j'ai pas choisi mon planning, mais j'avais pas choisi d'y passer de nuit. J'y suis passé finalement de nuit. Et je me suis fait, mais tabasser. C'était un parcours de 52 km pour 1800 mètres de montée dans de la caillasse de nuit. Je crois que j'y suis resté 9 heures dans ce passage-là. Et je me suis dit, mais ça se trouve, je vais y rester dans cette Strada della Sieta. J'ai eu un sentiment d'enfermement, de séquestration. Je me suis dit, ce parcours gravel va jamais me laisser sortir. Et tous les parcours gravel, j'ai eu ce sentiment-là. Je me suis dit, j'avance pas du tout. Puis il y avait un petit peu le bluff des autres concurrents qui passaient dessus en forçant, en y allant vraiment très très fort. Sauf que il y en a très peu qui peuvent se permettre de le faire. Et il y en a pas mal qui ont ou cassé leur vélo ou qui se sont cassés eux-mêmes, quoi. Donc j'ai joué la prudence. Sur tous ces parcours, j'ai joué la prudence et j'y suis allé, avec pour seul mot d'ordre, ne te blesse pas. Ne te blesse pas, ne te crame pas, continue à avancer. Voilà. Donc 9 heures pour faire 52 km, en marchant beaucoup? Ah oui, en poussant le vélo. En poussant le vélo parce que ça monte ou à cause des cailloux, justement? Les deux en même temps. Et même en descendant, je poussais le vélo parce que ça tabassait trop. Il y a des trucs vers Burel là, mais c'était hallucinant, quoi. C'était hallucinant. Même à pied, ça fait peur. Malgré tes pneus de 42 mm. Ah oui, je me suis fait violenter. Les parcours gravel m'ont violenté. Alors peut-être parce que je suis lourd aussi. Tu regardes un Victor Bosoni. Lui, il a volé au-dessus, comme au-dessus des pavés de Roubaix. Après, on n'a pas le même physique, et je pense que sur Roubaix, je pense que je me ferais tabasser aussi, donc. Tu as évoqué Victor Bosoni, donc qui est arrivé premier, qui a fait les 5000 km en à peu près 10 jours, je crois, c'est ça? Ouais. Tu l'as croisé? Qu'est-ce que tu peux dire sur quelqu'un comme ça? Oui, j'ai eu l'honneur de le croiser. Et on s'est vu au bike check, l'endroit où ils contrôlent les vélos. Et du coup, je suis allé le voir et puis on s'est fait un selfie ensemble. Je suis super content de l'avoir croisé en chair et en os. Et voilà, et je crois même, on a échangé un petit peu. Il m'a dit, ouais, si tu veux, je t'attends. Et je lui dis, non, t'inquiète, vas-y. Tu vas m'attendre longtemps si tu m'attends. Donc voilà. Et il a fait à peu près plus de 450 km par jour pendant 10 jours, c'est ça?
500, 500. 500 par jour. 500 par jour. En dormant ou sans dormir? Oui, il a le privilège de, bah, si on dort bien, on peut mieux rouler après, et ça, il l'a compris. La seule différence entre lui et moi, c'est que quand il roule à 30 de moyenne, donc 35 de moyenne sur de la route, et il fonce dans les parties gravelles, il vole au-dessus des parties gravelles, donc c'est un extraterrestre. Hein. Effectivement, c'est étonnant. Tu me parlais de la difficulté des parties engagées gravel. Les chiens errants dans les pays de l'Est, c'est une légende ou c'est une réalité? C'est une réalité de tous les instants, une réalité de toutes les 10 minutes. Alors, à savoir que il n'y a pas de clôture là-bas, et puis il n'y a personne pour s'en occuper, donc il y a des chiens partout, absolument partout, qui sont, dont on s'occupe pas, qui ont l'air plutôt malheureux, hein. Et on le voit la journée, c'est des bêtes penaudes qui se cachent du regard des autres, qui se planquent. En Roumanie, ils sont plus acceptés dans les villages. Ils font partie de la vie du village, mais avant, tout ce qui est Macédoine, Albanie, tout ça, Bulgarie, là, voilà, il y en a partout, en très grand nombre. Et dès que le soleil se couche, ils ont peur, plus peur que pendant le jour. Donc ils se protègent. Donc, quand ils voient un vélo passer sur leur territoire, ben ils ont pas d'autre choix que de venir agresser le cycliste. Donc les attaques, c'était des attaques de chiens à répétition, incessantes. Et c'est pas, est-ce qu'on va se faire attaquer? C'est, c'est, c'est dans la prochaine heure, combien de fois je vais me refaire attaquer par une meute de chiens. C'est un petit peu, c'est assez désagréable. Euh, mais ça fait partie de la difficulté que l'organisation veut mettre sur cette course. Ça fait partie du truc. Ça peut être très effrayant, les premières attaques, ou même celles d'après. Comment tu les gères? T'accélères avec le peu d'énergie que t'as pour fuir? Donc dans le manuel de course, il y a 2 pages spécifiquement sur les chiens et la posture à adopter. Que j'ai lu et relu, que j'avais vraiment en tête, mais j'y croyais pas en fait. Donc les premières attaques de chiens, j'ai essayé de les distancer, et c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire parce que ils courent vite et ça les énerve quoi. Ça les énerve. Ils se disent le gars c'est un peu un fuyard. Les chiens ils ont aucun respect pour toi si t'essaies de les fuir. Donc déjà le premier truc que dit le manuel de course, ben faut s'arrêter et leur faire face et les menacer, leur montrer qu'on est là, qu'ils ont un client. Et après, voilà, on lève et je l'ai constaté. Hein. Après mes premiers essais d'essayer de les semer, ben je me suis rendu à l'évidence. Hein, c'est beaucoup plus chaud là. C'est vraiment un coup à se faire mordre quoi. Tandis que si on leur fait face, il y a juste à lever le bras et les chiens se mettent en position de soumission immédiate. Tu t'arrêtes devant ton vélo, derrière ton vélo? Ouais, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut laisser le vélo entre toi et la meute. La meute. Ouais. Et tu leur fais face, tu brandis le bras, ou au pire tu les asperges avec le bidon un petit peu. Et après tu sors tranquillement en marchant, en laissant le vélo entre toi et eux, et tu sors progressivement de leur territoire, puis après tu peux te remettre à rouler. Donc faut descendre du vélo. Il faut descendre du vélo, c'est la consigne. Faut pas avoir peur de descendre du vélo, faire face à la meute de chiens. Y a pas le choix en fait. Y a pas le choix. Si je prends ces difficultés de la route, de la chaleur, des gravels, des chiens, j'imagine que tu fais des rencontres, tu as fait des rencontres, mais à la fois l'entraide est complètement interdite. Oui, tout à fait. Et ça renforce. Il y a un sentiment
J'ai l'impression, j'aimerais bien croire et je pense quand même que c'est vrai que nous faisons partie d'une grande famille. Hein. Euh, Déjà la confrérie des diagonalistes hein, qui nous réunit aujourd'hui. Il y a également ce que les Anglais appellent les audaxeurs, hein, en gros les BRMistes, etc. Et il y a plein de, si on parle des BRMistes, voilà, il y a plein de valeurs, l'entraide est très importante, et j'en parle même pas pour la confrérie des diagonalistes, où là c'est porté à son paroxysme. Et là, tout d'un coup, se retrouver dans une course où il n'y a pas d'entraide, et puis un petit peu d'intox entre les concurrents, où on n'a pas le droit de parler de sa stratégie, où on se jauge, on bluffe, on machin, on truc. Mais il y a quand même un truc, c'est que quand on traverse malgré tout tous les mêmes difficultés, et quand on se retrouve au bout de 10, 12 jours, après 24 heures à avoir pédalé seul, etc., et qu'on croise un autre TCR rider, c'est des sentiments très forts. Ça donne vraiment envie de les prendre dans ses bras, et on est content de se voir, quoi. Et le fait d'avoir cette organisation là qui nous fait tous un petit peu peur avec ses règles strictes, ça renforce les liens entre les coureurs. C'est des liens très forts aussi, mais d'une nature différente. Donc paradoxalement, aucune entraide, mais les liens se renforcent parce que chacun connaît la difficulté de l'autre. Ouais. Et parce qu'on n'a pas le droit de créer des liens. On n'a pas le droit de s'entraider, mais c'est un petit peu la résistance contre l'autorité, c'est que ces liens, ils sont là par opposition aussi. On n'a pas le droit, mais néanmoins, tu croises un cycliste à une station-service où vous allez acheter une boisson, rien n'empêche d'avoir le temps de discuter, de s'entraider. Il n'y a pas de contrôle possible de l'entraide. On peut discuter 1 minute. Par contre, s'il y a des gens, toujours cette histoire d'équité, hein, et des règles, je ne cite personne, mais des règles que certains pourraient qualifier de débiles. Il y a, on n'a pas le droit de filer un sneaker ou une barre de céréales à un autre concurrent. Donc s'il y a quelqu'un qui nous voit, on peut, voilà, ceux qui s'entraident comme ça, ils sont disqualifiés tous les deux. Donc si tu crèves au bord de route, aucun cycliste va t'aider, voir si tu as besoin d'un outil, tu te débrouilles. Ah oui, surtout pas un concurrent de la TCR. Parce qu'il veut arriver avant toi. Parce qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Par contre, rien n'empêche de demander à quelqu'un sur la route, un autre cycliste, là, oui, là on peut bénéficier de son aide. D'accord, qui n'est pas un participant. Ouais, tout à fait. Quand tu arrives au bout de ces... Combien de temps tu as mis, Pierre, pour arriver au bout de ces 5000 et quelques kilomètres 19 jours. 19 jours. Je pense qu'ils sont encore gravés dans ta mémoire. Quand tu arrives, c'est un soulagement, tu as hurlé ou tu as hurlé des fois pendant ton trajet. Comment ça se passe émotionnellement? Comment dire, à partir de l'Italie, quand j'ai cassé mon téléphone, où je me suis mis un peu à zoner, à vagabonder, à avancer coûte que coûte, et puis après, pas loin derrière, il y a commencé à voir les chiens, puis surtout cette chaleur à partir de l'Italie du Sud, c'était vraiment une chape de plomb, quoi. Et je suis rentré dans une sorte de folie maîtrisée. C'est-à-dire que j'avais toujours quelque chose qui me ramenait à la réalité, et surtout les groupes de soutien très actifs. Je me suis pris à imaginer qu'il y avait quelqu'un, un petit monsieur avec ses moufles, avec ses 10 boutons, Dr No, et il a 10 boutons de difficulté, et puis il lance une difficulté, le bouton 9, le bouton 8, puis des fois il lance le bouton 5, puis des fois il en lance 2 en même temps, puis des fois, en Macédoine, il a lancé toutes les difficultés en même temps. Et
J'ai vraiment ressenti ça. Et une difficulté, c'est un petit cri. Deux en même temps, c'est un cri un peu plus gros. Et en Macédoine, je me rappelle vraiment avoir hurlé dans la campagne. Vraiment hurlé à la mort. Hein. Tu faisais peur aux chiens? Ouais, alors, ça les intimidait pas du tout, parce qu'ils rigolaient plus fort que moi. Mais, mais par contre, ça restait une sorte de, c'était un exutoire. Alors c'est également ce que je suis venu chercher, hein, un exutoire. Et ça restait contrôlé. En fait, il n'y a pas de moment où je me suis dit, bon allez, il y en a marre de tout ça, c'est bon quoi, arrête. C'est ce trop-plein, il ressortait par les cris. Et c'était le moyen de continuer à pédaler, puis de garder un petit peu garder ma tête, parce que j'avais, voilà, j'ai éliminé un petit peu beaucoup de charge mentale. Et je me suis dit, de toute façon, j'avais plus beaucoup de cerveau. J'avais juste des jambes pour pédaler, et le cerveau, il me disait juste, continue, avance coûte que coûte, même si t'avances lentement, ne te blesse pas, et ménage-toi. C'est tout ce qu'il me disait. En fait, c'est devenu un boulot, en fait, au bout de 15 jours de course, même au bout de 10 jours, je me suis fait une réalité. Je me suis dit, voilà, dans chaque travail, toutes les missions sont pas forcément intéressantes. Par contre, il y en a qui sont, il y a des missions qui sont super intéressantes, captivantes, d'autres qui le sont moins. Je me suis dit, là, depuis 10 jours, 15 jours, c'est mon boulot de faire ça. C'est ma seule activité de la journée. Voilà, faut que je tape mes 200, 300, 280, 300 bornes par jour. C'est mon boulot, donc voilà. Alors il y a tous ces moments d'euphorie. Hein. C'est l'ascenseur. Là, je pense que tous les diagonalistes s'y reconnaîtront. Hein. C'est un petit peu l'ascenseur émotionnel. C'est que tout ce qui est super est vraiment super, et tout ce qui est pas bien est vraiment pas bien, quoi. Et, et là, vu qu'il y avait plus de jours et que c'est entré dans une espèce de routine, l'ascenseur émotionnel était un petit peu plus intense. Les pics étaient, l'intensité était plus forte. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, quand tu arrives au bout, comment tu quittes ce monde d'ascenseur émotionnel? Quand c'est fini, ça te fait une grande décompression ou comment ça se passe? T'as mis combien de temps à revenir dans la vie normale? À l'arrivée, j'ai pris une pinte de bière au bord de la mer Noire. La première bière depuis 19 jours, et je l'attendais. Hein. Et puis voilà. Et clairement, je suis pas revenu. Hein. Je suis pas encore revenu. T'es encore dedans? Ouais. Et là, ce que je fais, c'est que alors, il paraît que ce genre de course, on met 6 mois à récupérer totalement, pas physiquement plutôt, mais quoique même pas, parce que là, j'ai encore quelques doigts paralysés. Et mentalement, voilà, il y a un espèce de sentiment de déprime. Il paraît que ça dure 6 mois. Je le ressens plus forcément. Par contre, je me sens un petit peu changé. Je saurais pas dire exactement comment, mais un petit peu marqué. Et ça, je sais pas si ce truc-là, il va disparaître un jour, mais à la rigueur, pourquoi pas. C'est un petit peu comme faire ses armes. Je sais pas ce que ça veut dire faire ses armes, mais j'imagine que ça pourrait être un truc dans le style. Et ça veut dire quoi? L'envie de repartir l'année prochaine? Bien sûr, oui, bien sûr. Alors, par contre, j'ai mon entourage proche, extrêmement proche, me dit, ma femme m'a dit, voilà, tu refais cette course l'année prochaine, je te quitte. C'est clair. C'est clair. Euh, et là, je suis en train de voir pour me lancer sur la North Cape 4000. Donc c'est moins de kilomètres, c'est en Europe, il n'y a pas les chiens, donc moins d'inquiétude pour mon entourage. Après
c'est un investissement, donc faut voir comment organiser ça. Donc je sais pas encore si ça va se faire, mais j'aimerais bien la faire cette année. Voilà. J'en reviens à la TCR, autant tes souvenirs sont gravés, et comment tu vas faire pour les garder, ces souvenirs, pour les garder en mémoire Est-ce que tu as prévu quelque chose Est-ce que tu fais un récit comme pour une diagonale? Oui, alors ça fait, oui, je suis dessus depuis plusieurs mois maintenant. Je pense que ça va être la seule façon de clôturer le dossier. Et ben, pour les récits de diagonale, c'est un mois maximum. Je me dis que vu que c'est 5 fois la distance, ben, je me donne 5 mois. Et voilà, donc je récupère tous les éléments et je pense que ça... Euh, ben voilà, j'ai l'intention de faire un récit assez long, assez détaillé. J'ai pas encore posé une seule ligne. Pour l'instant, je fais remonter à la mémoire les souvenirs, en me reprojetant, en regardant un petit peu sur Google, sur Street View, en regardant, en, en compulsant les traces GPS, en regardant ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Voilà, je fais un petit peu le détective pour essayer de retracer l'historique de la course. Et voilà, et je vais coucher ça sur papier. Ça va être je pense, le seul moyen d'exorciser le truc. C'est, voilà, et de passer vraiment à autre chose. Ce serait sous forme d'un livre ou d'un récit comme ça qui reste chez toi où tu as envie de le porter à connaissance à plus de monde? Oui, je pense que ça sera un livre. Et il y aura pas mal de... Ben, il sera très, très détaillé. Il sera conçu pour donner envie. Mais également pour montrer tous les pièges dans lesquels je suis tombé, voilà, pour apporter un petit peu d'expérience à ceux qui veulent se lancer sur ce genre d'événements. Et pour toi, ce livre, dans ton objectif, il sortirait quand? En juillet prochain. Juillet prochain, ça veut dire qu'en 2026, ceux qui préparent Paris-Brest, Paris 27, ça peut représenter un intérêt d'avoir ton retour d'expérience. Alors, est-ce que ça sera intéressant Est-ce que ça intéressera des gens qui se mettent sur le Paris-Brest bah, il s'agit de vélo et de toute façon, je pense que ça transpirera du Vélocio. Je veux dire, c'est vraiment c'est un pentagone en fait. On peut se lancer sur un triangle de diagonale. Là, on peut dire c'est un pentagone, mais c'est une longue diagonale, une longue traversée européenne. C'est l'euro diagonale, la master euro diagonale. Et donc du coup, tout est pareil. Il y a juste la distance diffère, mais on a vu comment, avec les conseils du randonneur de moi, Jean-Pierre Marie. Jean-Pierre Marie, tout à fait. Et il y a les parties gravel. Là, c'est une vraie différence. Mais voilà, donc ça sera un récit de diagonale, je pense. En tout cas, connaissant ton écriture, tu aimes écrire et tes récits sont particulièrement agréables à lire. Je suis impatient de lire ce futur livre sur ta TCR. Tu m'as dit en début d'entretien merveilleusement difficile, c'est ça? Si tu avais un mot pour qualifier cette expérience, ce serait ça, effectivement? Ouais, c'est exactement ça. Je l'ai réalisé en Toscane, où j'avais pu une once d'énergie sur la Strada Bianca. Il y avait le soleil qui me tapait dessus et ça grimpait. Ils ont décidé de faire passer les routes en haut de chaque colline et pas dans les vallées. Et avec le coup de cul sur les derniers 100 mètres à chaque fois. Et ça, c'est pendant 100 bornes, sous un soleil sous 45 degrés, avec rien pour se protéger du soleil, aucune zone d'ombre. Et c'était merveilleusement beau et d'une difficulté. Je pense que c'était après 11 jours, 10 jours de course. Donc j'étais quand même bien attaqué, puis je commençais à dormir dehors, tout ça.
Mais la Toscane, j'ai aussi cru que j'allais y rester. En fait, la Toscane, la Strada Bianca, pour moi, c'était comme une sirène. Une, une belle femme qui t'attire dans ses griffes avec ses chants merveilleux. Mais c'est pour te plonger, c'est pour t'attirer et te couler au fond de l'océan. La Toscane, je l'ai vraiment vu comme ça. Et pareil, c'est un sentiment d'enfermement. Je me suis dit, je vais jamais en sortir de cette Strada Bianca. Je vais y rester. Et je sais plus pourquoi. Ça veut dire, quand je t'écoute, que dans ton récit également, va ressortir l'idée qu'on peut aller au-delà de ses propres limites, entre ce qu'on s'imagine pouvoir faire et la réalité. Il y a une marge. De toute ma vie, j'ai jamais poussé autant. En fait, en temps normal, j'aurais arrêté depuis longtemps. Et là, j'ai vu tout ce que j'avais engagé. Financièrement déjà. Faut savoir que j'ai pris un emprunt pour financer cette course, hein, que je continue à rembourser. Je vais rembourser sur 3 ans. Le coût global de cette course pour toi, Ouais. c'est combien? Alors, j'ai pas les chiffres en tête. Faut considérer que c'est 5 diagonales enchaînées. Donc c'est le prix de 5 diagonales plus l'aller, plus le retour, plus 500 balles d'inscription. Voilà. Plus l'entraînement, qui a aussi coûté cher de fait. L'entraînement, la révision du vélo qui doit être parfaitement réglée avant de partir, le changement des pièces, changement de cassette, plus tout ça. Ouais, donc c'est vraiment un investissement. Et également, j'ai engagé tout mon entourage. On en parlait en début. Je les ai tellement bassinés que à la fin, ça y est, j'ai eu leur soutien inconditionnel. Mais la contrepartie, c'est que une fois que je les avais derrière moi, je pouvais plus les décevoir. C'est valable pour la famille, pour les amis, également au boulot. Voilà, où il y a eu des groupes de soutien qui se sont montés et ils étaient là et voilà quoi, j'étais un peu leur poulain et maintenant ils me poussaient quoi et j'avais interdiction de les décevoir. Donc toujours la même chose, hein, dans l'esprit Véloccio que j'espère respecter et j'espère comprendre. Toujours la même chose. Ne te crame pas, ne te crame pas, voilà, reste en deçà de tes limites. N'attrape pas d'accident, garde ta tête. C'est surtout ça en fait. Ouais, c'est ça, c'est que je sentais des fois que je commençais à perdre un peu la boule parce que j'avais plus de repères. J'étais dans les pays de l'Est où là, je comprenais aucun des codes. En Macédoine, je comprenais rien à ce qui se passait, hein, clairement. Je me suis dit, ouais, mais t'as plus trop de cerveau, t'as une machine à pédaler, mais garde ta tête. Oriente-toi, garde ta tête pour t'orienter. Fais attention. Déjà, ça occupe pas mal l'esprit. Fais attention et garde un petit peu de lucidité. Si je sentais que je commençais à perdre la boule, à plus être lucide, là, il fallait que je m'arrête immédiatement. Et pas la lucidité ou des yeux qui se ferment, parce que ça, on lutte pas contre le sommeil. Si t'as les yeux qui se ferment, tu t'arrêtes sur le bord de la route, tu dors. Mais là, c'est plus de la lucidité mentale. C'est-à-dire comprendre pourquoi je suis là, comprendre que à chaque fois, c'est mon coach Richard Delhomme hein, qui m'avait briefé avant de partir, qui m'a dit rappelle-toi en toutes circonstances pourquoi t'es là. Tu es là parce que tu veux être là. Et il y a des moments où je me disais ouais, mais t'as choisi d'être là. Et t'as claqué de l'argent, t'as engagé tout ton entourage. Avance, hein. Avance. Mais donne-toi les moyens d'avancer. Point barre. Point barre, je crois que c'est une belle fin. On va arriver à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aimerais ajouter encore une dernière chose ou pas? Je réitère mon engagement auprès des diagonalistes. Je sais que cet esprit de course peut rebuter. Je le comprends parfaitement.
J'ai conscience que ce podcast, il est un petit peu à la marge, il est un petit peu borderline. Mais je reste de tout cœur dans cette confrérie et je serai dans le même état d'esprit. Malgré tout, cette petite compétition légère que je me suis autorisé à faire était parfois apporter un petit peu de sel, pas loin du sel qu'on trouve quand sur un BRM on récupère un gars pendant la nuit ou bien sûr sur Paris-Brest où il y a un classement. C'est pas une course mais il y a quand même un classement. Donc il y a ce petit sel, un petit peu d'adrénaline lié à ça, là qui est forcément poussé à son paroxysme. Et c'est pas forcément très différent comme exercice. Tout dépend de la façon dont on l'aborde. En tout cas, vraiment, Pierre, mais toutes mes félicitations pour être arrivé au bout de cette TCR et d'avoir fait tout ce que tu as pu en préparation pour arriver au bout. Merci à tous nos auditeurs, de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Vraiment, je vous en remercie. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel @gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager ou autre épreuve longue distance comme Pierre. Je tiens à vous remercier également pour tous vos commentaires que je reçois régulièrement et qui m'encouragent à poursuivre cette aventure. Si vous souhaitez partager votre récit d'une diagonale, dites-le moi également. Merci beaucoup, merci Pierre, au revoir. Merci Marc.